Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la preuve dans le contentieux international. Ce sera dans quelques instants avec François de Bérard, associé chez Lacour Traquin Tatar. On parlera ensuite du cadre juridique des fake news avec Julie Jacob, fondatrice de Jacob Avocat. Et enfin, on parlera santé et deep tech avec François Pujol, avocat fondateur de Fairlight. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de la preuve en matière de contentieux international avec mon invité François de Bérard, associé chez Lacour Traquin Tatar. Bonjour François. Bonjour Arnaud. Alors la preuve est fondamentale en matière de contentieux et surtout en matière de contentieux international. On va en parler ensemble. Mais avant toute chose, quels sont les grands principes qui régissent la preuve en France ? Bien sûr Arnaud, et que vous l'avez dit, c'est central. Qui veut gagner son procès doit le prouver. Je dirais c'est l'élément de bon sens principal que chacun dans votre auditoire doit avoir en tête. Ce qui signifie que dès que vous êtes dans un temps de pré-contentieux, il ne faut pas hésiter à faire appel à son avocat pour que cette phase se prépare progressivement pour documenter son dossier si jamais un jour il arrive devant un juge. Donc la phase amont est quand même importante. Elle est extrêmement importante, elle est préparatoire et on va y revenir un petit peu plus tard sur certains de nos outils. Les principes en droit français, ils sont assez classiques. C'est le principe de liberté de la preuve. Les faits et les actes se prouvent par tout moyen en droit français. Par exception, lorsque votre acte concerne une valeur de plus de 1 500 €, le législateur exige un écrit. Pour le reste, la preuve est totalement libre. Deuxième grand principe qui irrigue notre droit de la preuve français, c'est celui de sa licéité. Et là-dessus, on peut attirer l'attention de notre auditoire sur des éléments récents, assez importants. Pendant longtemps, on a considéré que la preuve recevable était une preuve en quelque sorte légale, obtenue dans des conditions légales. La CEDH ayant une appréciation plus ouverte de ce critère, considérant que le débat contradictoire sur les éléments de preuve permettait de couvrir peut-être certaines preuves obtenues dans des conditions plus discutables. Dans un arrêt très important de l'Assemblée plénière de 2023, la Cour de cassation a considéré que des preuves obtenues dans des conditions plus contestables, en l'occurrence des enregistrements clandestins, étaient recevables au procès, à condition que cet enregistrement clandestin, cette preuve obtenue dans des conditions peut-être plus déloyales, soit proportionnée à l'apparition de la vérité dans le procès civil ou commercial. Donc évidemment, ça change le paradigme de manière drastique. Ça, c'est une évolution importante. C'est une évolution très importante parce que, là encore, dans notre auditoire, les gens doivent comprendre que la prudence est de mise dans les relations civiles, commerciales et économiques, puisque dans n'importe quel contexte, vous pouvez faire l'objet aujourd'hui, compte tenu de nos moyens technologiques, à des enregistrements qui pourraient être versés sous réserve d'un contrôle de proportionnalité, bien sûr, mais néanmoins qui vous place en risque dans le procès futur. Donc il faut l'avoir à l'esprit. Et enfin, dernier point sur ce sujet, je dirais, de grand cadre de notre droit de la preuve. Évidemment, certains secrets sont protégés, le secret bancaire, le secret des affaires, et on le sait, le législateur a là aussi mis en place ce qu'on appelle des cercles de confidentialité dans le cadre des procès, de sorte que certaines preuves nécessaires à l'établissement de la vérité soient accessibles à l'ensemble des parties, mais dans des conditions de confidentialité strictes, essentiellement les conseils et les experts tels que le précise la jurisprudence. Alors on a vu les grands principes du droit de la preuve, on va s'intéresser à une autre évolution importante, c'est celle de l'article 145 du Code de procédure civile. Expliquez-nous. Bien sûr. Là aussi, pour petit rappel d'ordre général, le principe posé par l'article 145 est une mesure, je dirais, extrêmement efficace du droit de la preuve français, puisque avant tout procès, parfois même de façon non contradictoire, vous pouvez demander l'autorisation au juge de mener des mesures d'instruction, parfois extrêmement intrusives, qui consistent alors soit simplement à aller faire des constats chez un de vos concurrents, soit même à aller obtenir copie de disques durs, de données, d'échanges email, de notes de téléphone portable, pour établir les faits qui seront la base de votre procès futur. Donc on a un mécanisme extrêmement efficace, qui a fait l'objet, je dirais, de
plusieurs évolutions qui méritent d'être prises en compte. Alors une évolution très récente prise par le pouvoir réglementaire et qui vient de rentrer en vigueur en septembre 2025 qui concerne la compétence parce qu'il y a eu quelques divergences de la jurisprudence dans nos juridictions sur la question de la compétence territoriale en la matière. Ça a été réglé par le texte et aujourd'hui les précisions sont dans la loi et dans le texte de l'article. Et ça dit quoi? Et essentiellement, on indique que le juge territorialement compétent est le juge qui sera compétent sur le procès au fond ou le juge du lieu dans lequel la mesure doit être exécutée. Et il est également précisé qu'en matière de mesure d'instruction qui porte sur un immeuble, le seul juge compétent est le juge ou dans le ressort duquel se trouve l'immeuble en question. Donc on a précisé un peu ce point-là. Et puis l'autre élément qui est en réalité plus une tendance de fond, je dirais, de la jurisprudence sur cet outil qui est vraiment extrêmement efficace, c'est que les opérateurs étrangers et nos confrères étrangers connaissent peut-être un peu moins cet article 145, c'est que sur la base d'un texte très large, puisque le texte est très court et très large, la jurisprudence a quand même encadré au fil du temps la pratique, évidemment en mettant en place des séquestres lorsque vous saisissez des documents et notamment des documents informatiques chez un commissaire de justice, et en encadrant, en resserrant, je dirais, les conditions de l'appréciation du motif légitime qui vous autorise à obtenir cette mesure. Et la petite limite qu'on a observée et que les praticiens observent aujourd'hui, c'est que vous avez un premier temps très efficace, où vous allez chez votre adversaire opérer des constats, saisir des documents très importants, ce qui évidemment... On se constitue des preuves. On se constitue des preuves et c'est très agressif à l'égard de votre adversaire. C'est très intrusif. Très intrusif, il n'est pas prévenu. Ensuite, on entre dans une deuxième phase de recours contradictoire qui, compte tenu des délais un peu incompressibles, je dirais, de nos juridictions, ouvre une phase beaucoup plus longue, durant laquelle vous n'avez toujours pas accès à vos documents et qui retarde un peu d'autant, je dirais, l'engagement du procès au fond. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il y a un constat assez général chez les praticiens qui observent qu'on a sans doute trop resserré les conditions de l'article 145 et qu'une réflexion plus générale sur son évolution pour retrouver quand même une certaine efficacité, tout en protégeant évidemment... Et pour préserver les garanties de la défense, c'est ça? Évidemment, ces dispositifs ont été mis en place pour préserver les droits de défense, et ils sont tout à fait essentiels et cardinaux, mais compte tenu encore une fois de ces délais, l'efficacité a été un peu diluée dans le temps, et là, il est grand temps, à mon avis, j'y avais appelé il y a quelques années dans un article, peut-être que l'ensemble des praticiens, des magistrats se mettent autour de la table avec le législateur pour voir comment on pourrait redonner un second souffle à ce mécanisme qui est essentiel pour établir des preuves en droit français. Alors on va s'intéresser maintenant aux spécificités du contentieux international. Quelle est la singularité de ce contentieux? Alors je dirais que dans le cadre des contentieux, on va dire privés, civils et commerciaux internationaux pour l'essentiel, la spécificité, elle tient au fait d'abord que le procès est international, donc vous pouvez avoir plusieurs juridictions saisies peu ou prou des mêmes faits ou de faits connexes qui intéressent les différentes juridictions qui sont saisies du dossier. Et la seconde spécificité, c'est des traditions juridiques extrêmement divergentes entre, pour l'essentiel, les systèmes de civil law, tels que le nôtre, et de common law, et les systèmes de common law, exactement, où la procédure d'obtention des preuves est entre les mains des parties, c'est-à-dire que ce sont les parties qui vont aller chercher des preuves avec des procédés très efficaces, très intrusifs, qui sont les discoveries, où vous faites... Aux États-Unis, c'est qu'on peut tout vous prendre quasiment, c'est ça? Pour l'essentiel, on peut quasiment tout vous prendre, et ensuite les parties, dans des phases d'ailleurs assez longues et pas si efficaces que cela, discutent des preuves qu'elles vont admettre pouvoir déposer au procès. Mais la grande crainte, notamment des opérateurs économiques français, c'est que on ouvre les livres de la société française, on ouvre les livres d'un concurrent, et tout ça part aux États-Unis dans des procédures, ou en Angleterre, dans des procédures dont on a assez peu de contrôle. Pour essayer de protéger les opérateurs, d'abord la France est partie à la Convention de La Haye de 1970 sur l'obtention des preuves qui met en place un système de commission rogatoire internationale d'autorité à autorité, c'est-à-dire que l'autorité étrangère qui souhaite que des preuves françaises soient produites doit contacter l'autorité française centrale, qui est en gros une division du ministère de la Justice, et puis ensuite le juge français opère les mesures d'instruction, soit l'audition d'un témoin, soit la recherche de documents qui seront ensuite versés. Donc vous avez un processus assez cadré, un peu long, mais que typiquement les États-Unis refusent de mettre en œuvre. Et à cet égard, le législateur français, pour, je dirais,
protéger les opérateurs français, a adopté la loi de blocage en 68 et 80, qui, en quelque sorte, interdit, sous peine pénale, aux opérateurs français de produire à l'étranger des documents qui seraient demandés dans le cadre de Discovery. Et là-dessus, en 2022, le processus a été largement modifié, modernisé, je dirais, donnant une compétence élargie à un service de Bercy, le CICE, qui va opérer un test, en réalité, et va donner son avis sur la capacité pour un industriel français, une grande société française, de produire ces pièces à l'étranger. On va conclure là-dessus. Merci François de Bérard. Je rappelle que vous êtes associé chez Lacour Traquin Tatar. Je vous remercie. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du cadre juridique des fake news. On poursuit ce Lex Inside, on va parler du cadre juridique des fake news et des responsabilités avec mon invitée Julie Jacob, fondatrice du cabinet Jacob Avocat. Julie Jacob, bonjour. Bonjour. Alors on va parler des fake news qui posent des défis majeurs en matière de régulation, de responsabilité, de liberté d'expression. On va parler de tout ça ensemble, mais tout d'abord, quel est le cadre juridique des fake news ? Alors, le cadre juridique, il est assez ancien. On n'a pas vraiment de texte qui est vraiment très novateur, si ce n'est la loi Sren et le DSA, mais ça remonte à 1994, puisqu'on a la loi 1881 qui a été complétée et qui parle de fake news, c'est-à-dire une information qui est publiée de mauvaise foi et qui trouble la paix publique. Donc ça, c'est la loi de base qui a été enrichie avec la loi Sren et puis avec le DSA qui impose aux plateformes des obligations de transparence et des luttes contre les informations trompeuses ou mensongères. Alors comment se fait l'articulation entre la loi française et le DSA ? Je dirais que le DSA vient être implémenté en France avec notre loi nationale. On a donc tous les outils pour agir et on voit qu'on a des décisions qui commencent à tomber, aussi bien pour de l'information classique que pour les sujets autour de l'IA, parce que l'IA alimente aussi beaucoup de fausses informations, que les informations numériques en ligne, avec également les deepfakes, l'image qui est modifiée, la voix, qui fait qu'il peut y avoir des informations trompeuses assez graves. Et en plus, ça se diffuse à grande échelle avec les réseaux sociaux, donc c'est vraiment un vrai fléau. Quelles sont les obligations des plateformes justement pour modérer ces contenus, ces fausses informations ? Les plateformes, elles ont une obligation de modération assez forte. Il y a des boutons de signalement qui ne sont pas toujours efficaces, malheureusement. Il y a normalement une modération qui est déjà algorithmique, mais normalement qui devrait être contrôlée. Donc, il y a la nécessité de retirer les contenus qui sont illicites. Et c'est là où on voit que la notion de fake news, elle est aux confins d'autres infractions. Ça peut être de la diffamation. On parle en ce moment beaucoup du cas de Brigitte Macron, dont on parle qu'elle serait un homme. Ça, c'est une fake news qui est diffusée, qui a pris un essor mondial énorme, qui est en vérité diffamatoire. Il y a une obligation de retirer les contenus. Ça existe en période également électorale, avec un focus plus fort sur les sujets des scrutins, quand une information peut influer sur un vote, où là, le référé fake news peut être lancé pour faire retirer une vidéo, une information fausse. Et aujourd'hui, pour vous, le dispositif, il est satisfaisant quant à la modération de ces contenus ? Pas vraiment. Malheureusement, on sait que la modération existe, mais elle est assez aléatoire. Moi, j'ai parfois le sentiment d'être vraiment face à de l'IA, d'avoir besoin de lancer la procédure judiciaire. Mais il y a quand même Pharos qui existe, qui est normalement de plus en plus staffé. Qui permet de signaler des comportements justement de fausses news. Voilà, exactement. Et puis les référés qui aujourd'hui sont plus efficaces, des magistrats qui sont spécialisés, un pôle cyber au niveau pénal qui est très spécialisé sur ces infractions et qui permet heureusement d'avoir des outils pour lutter contre ces deepfakes ou ces fake news qui peuvent être assez graves. On a parlé des plateformes, mais si on se concentre maintenant sur les auteurs de fake news, qu'est-ce qu'ils risquent ? Quelles sont les sanctions ?
Alors aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont financières, jusqu'à 45 000 € d'amende, des peines de prison, jusqu'à 2 ans de prison. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il faut que les tribunaux soient sévères, hein. On a vu des cas qui pourraient être assez, graves, l'affaire du faux, Brad Pitt, l'affaire des fausses informations, qui vont, du complotisme, comme si, par exemple, vous savez, on parlait que le virus, du covid venait de laboratoires ou d'instituts, médicaux, on parle d'informations qui peuvent être complètement mensongères. Donc il y a une vraie limite entre la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation. J'espère que les tribunaux vont être de plus en plus aguerris au niveau civil et au niveau pénal pour pouvoir réagir vite, surtout sur des choses qui peuvent toucher les mineurs. Et on l'a vu avec une vraie prise de conscience avec TikTok et avec d'autres plateformes qui sont aujourd'hui, grâce à notre ministre Clara Chapaz, étaient vraiment alertées sur les risques, notamment sur les mineurs. Et pour vous, les tribunaux, comment ils réagissent par rapport justement à ces fake news? Est-ce qu'ils sont plutôt sévères ou ils protègent plutôt la liberté d'expression ou au contraire, ils vont faire attention à justement sanctionner ces fake news? Non, les tribunaux commencent à être parfaitement conscients des enjeux. Maintenant, il n'y a pas énormément de jurisprudence qui est tombée sur ces sujets. On est au début de ces jurisprudences et ces décisions. On a eu des décisions en matière de scrutin et de période électorale. On a eu des décisions sur la protection des mineurs, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est en train d'attendre les nouvelles décisions de justice qui vont arriver et je pense que la prise de conscience est désormais acquise. Quand vous parlez de prise de conscience, vous voulez dire quoi par là? Ben, c'est-à-dire que la protection, par exemple, des mineurs ou des personnes vulnérables grâce à la convocation de toutes les plateformes type TikTok, Snap, Meta, eh bien, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des plateformes et il faudra également que ça infuse chez les moteurs d'IA parce que je vois aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de fake news dans l'IA. Il faut savoir que l'IA, elle est alimentée, elle est feedée par de l'information et elle peut être nourrie par de l'information fausse. Oui, Donc, si elle est diffusée massivement sur les réseaux, ça va dans l'IA et donc ça se répand encore plus. exactement. Donc, tout dépend de l'IA qu'on utilise, de sa modération et du respect par le moteur d'IA de la réglementation européenne telle que le DSA. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser des IA qui ont une compliance européenne sur ces sujets, notamment de modération, de vie privée, de compliance RGPD, etc. Donc pour vous aujourd'hui, le vrai sujet, ce sont les moteurs d'IA? Je dirais que le moteur d'IA est une vraie source de deepfake et de fake news parce que on voit qu'il y a des informations fausses qui sont alimentées, notamment par des bots qui peuvent être des bots russes, ukrainiens ou autres, qui peuvent manipuler l'information au niveau politique, mais à d'autres niveaux. Donc, je dirais qu'au niveau de l'IA, il faut être extrêmement précautionneux, double, triple vérifier l'information prise sur son moteur d'IA qui aujourd'hui est presque en train de remplacer un moteur de recherche type Google. Vous pensez qu'à l'avenir, c'est vraiment la modération ou en tout cas le contrôle des données doit se faire sur ces plateformes absolument? C'est mon avis de ce que je vois en tout cas. Je sais qu'il y a eu des études qui ont montré que les moteurs de recherche, quand on leur donnait une information fausse, ben, ils pouvaient continuer à l'alimenter. On l'a vu sur des sujets anti-vax. Est-ce que le vaccin donne des répercussions médicales? Et quand on pose la question, on voit que l'IA peut nourrir une fausse information et c'est là le vrai danger. On va conclure là-dessus. Merci Julie Jacob. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Julie Jacob Avocat. On poursuit ce Lex Inside et on va parler tout de suite santé et deep tech. On poursuit ce Lex Inside, on va parler santé et deep tech. Quels sont les enjeux, quels sont les défis avec mon invité François Pujol, associé fondateur de Fairlight. François Pujol, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la deep tech ouvre beaucoup de perspectives en matière de santé, mais soulève des questions juridiques, financières et stratégiques. On va en parler ensemble. Tout d'abord, quels sont les principaux freins au financement de l'innovation dans le domaine de la santé ? Alors aujourd'hui, les principaux freins au financement de l'innovation
lourdes en santé, ça va être déjà un contexte général qui est pas bon, il faut dire ce qui est, je pense que je l'apprends à personne. Et on est déjà dans un univers où le risque est important parce qu'en santé, il y a l'aléa scientifique qui est toujours présent. Et c'est pas parce qu'une idée est bonne a priori qu'elle est validée rapidement. Donc le contexte géopolitique vient rajouter une difficulté. Ensuite, on a des difficultés qui sont plus propres à l'écosystème français. On a un écosystème public de soutien à l'innovation en santé qui est très très fort, qui fonctionne très bien. On a une chaîne de financement qui est plus ou moins en place et on a quelques difficultés sur cette chaîne de financement où on va avoir des étapes importantes de la vie d'une DITEP santé où on va avoir assez peu d'acteurs au niveau national et pas encore beaucoup d'acteurs étrangers qui viennent sur la scène française. Donc on va dire qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur la chaîne de financement qui n'est pas forcément assurée tout le long et qui peut expliquer des parcours un peu chaotiques pour certaines de nos startups en santé qui n'arrivent pas à se financer par manque d'acteurs sur l'écosystème français. Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas assez d'acteurs dans le système français. Quel est le positionnement de la France dans l'écosystème en général au point de vue international ? Alors globalement, on est un pays qui est assez fort en termes d'innovation santé. C'est dû à une excellente recherche publique française. On est quand même un des pays leaders en matière de recherche en santé. On a également un fort soutien public de l'innovation avec les dispositifs qui vont être le crédit d'impôt recherche, qui vont être l'intervention de la BPI avec des labels spécifiques pour les deep tech, qui vont être également les statuts de jeunes entreprises innovantes ou de jeunes entreprises universitaires qui vont soutenir tous ces projets issus de nos laboratoires de recherche. Donc sur ces aspects-là, on est plutôt un pays qui est moteur et qui est très présent. On a quand même une structure de financement qui est correcte en France. Je ne veux pas dire qu'on part de rien, loin de là, au contraire. Mais il y aurait, vu la qualité de notre recherche publique, il y aurait des améliorations à faire. Il y a encore des acteurs qui peuvent venir sur le marché. Alors, dans ce contexte-là que vous avez décrit, vous accompagnez des deep tech. Quel est votre rôle en tant qu'avocat pour accompagner les porteurs de projets ? Alors, nous, on est face à un public qui est un peu particulier. On est face à des scientifiques qui viennent d'un monde qui est la paillasse, qui est le laboratoire, qui est le bloc quand il y a l'aspect médical et qu'ils ont le double statut. Et c'est des gens qui ont une vision pour ce qu'ils ont trouvé. Ils ont quelque chose qui potentiellement peut aller jusqu'à la veine du patient et soigner. Mais cette vision, elle s'arrête un peu là. C'est-à-dire qu'ils sont face à une feuille blanche, une route, et ils ne savent pas trop où aller. Nous, notre rôle, ça va être de les accompagner, si vous voulez, sur ce long chemin qui est l'innovation et la transformation d'une innovation du laboratoire jusqu'à la veine du patient et toutes les étapes avant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une route toute droite, toute simple, c'est plutôt un long chemin sinueux. Donc nous, on se voit un peu comme des Sherpas, on va dire. On va les aider à comprendre ce qu'il faut mettre en place dès le début. Comment on fait pour anticiper les étapes critiques de leur développement et de leur croissance et comment on gère tous les nombreuses encombres qu'ils vont rencontrer. Et nous, on a cette chance-là, c'est que ça fait 20 ans qu'on accompagne les startups, donc on a vu ce qui se faisait. Voilà, on connaît l'écosystème, on connaît les difficultés qu'ils vont rencontrer et on va les aider à structurer ça un peu au quotidien parce que le droit en termes d'innovation santé, c'est quelque chose d'assez fondamental dans la mesure où que ce soit la propriété intellectuelle, le droit des affaires, le réglementaire, c'est quelque chose auquel ils vont être confrontés de manière quasi quotidienne dans leur parcours de créateur. Alors, vous expliquez que vous les aidez à structurer leurs projets. C'est quoi les grandes étapes des projets de Deep Tech ? Alors, la première étape, ça va être vraiment la création de la société. On va souvent avoir une phase d'anté-création où on va aider le chercheur déjà à structurer le projet, à se rapprocher des bons interlocuteurs, savoir un expert comptable qui est à l'aise avec les notions de crédit d'impôt recherche, de jeunes entreprises innovantes, qui connaît déjà ça. Lui conseiller aussi de se rapprocher d'un conseiller en propriété intellectuelle qui va connaître aussi le statut particulier des brevets public licencié à une société qui va être à l'aise aussi avec ces sujets-là. D'accord. Et derrière, nous, organiser avec lui au mieux cette étape de création. Donc, profiter de la période d'anté-création
au mieux, en allant chercher les aides qu'il faut, en faisant tout ce qu'il faut. Créer une société qui est on va dire, tout ce qu'il faut pour la suite, c'est-à-dire une société qui va être capable de lever des fonds, qui va être capable d'accueillir des investisseurs, d'émettre tout un tas d'outils juridiques que notre client ne connaît même pas, le nom ne lui parlera même pas, mais où nous, on va dire, écoute, on va partir sur telle forme, avec des statuts qui vont être rédigés comme ça, et on va insister beaucoup pour gérer cette période un peu critique des premiers mois, en ayant un pacte d'associés entre les fondateurs pour gérer les éventuels départs, les défaillances, les choses qui ne se passent pas comme prévu. Première étape. Et après, on va avoir des jalons réguliers. Une start-up deep tech, elle ne se finance pas évidemment par ses propres sources, elle se finance par de l'apport de fonds extérieurs. Donc, elle va avoir une croissance un peu comme une exponentielle avec une boucle qui va revenir à peu près tous les 18 mois où il va falloir se refinancer. Et nous, notre travail, ça va être de préparer ces refinancements et de veiller à ce que nos clients ont bien conscience du timing et anticipent bien ces financements, puisque c'est des choses qui mettent entre 9 et 12 mois à se mettre en place. Donc, on ne peut pas se réveiller 6 mois avant en disant « il me faut 3 millions ». Justement, comment on fait pour s'assurer d'avoir une bonne levée de fonds qui se passe bien et c'est lever les obstacles, comme vous avez dit tout à l'heure On travaille avec l'équipe qu'on met en place. C'est-à-dire, moi, je recommande à toutes les personnes qui sont concernées par ces sujets d'avoir autour d'eux un avocat en qui ils ont confiance, un comptable en qui ils ont confiance, un CPA en qui ils ont confiance, et des gens qui se parlent, qui travaillent entre eux et qui essayent d'apporter une valeur ajoutée en croisant leurs compétences. C'est vraiment un environnement qui est complexe, qui bouge beaucoup, où il faut être assez réactif, et il n'y a pas un professionnel seul qui peut embarquer tous les sujets. À un moment, il faut partager l'information et il faut essayer d'optimiser en permanence. Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de préparer, en fait. C'est de préparer dès le début avec des gens qui savent faire ces étapes-là et d'avoir une approche, en tout cas qui est la nôtre, qui est de dire il y a forcément quelque chose qui ne va pas aller, qui ne va pas plaire aux investisseurs. Essayer d'anticiper le maximum. Voilà, on va essayer de cocher le maximum de cases. Comme ça, s'il y en a une qui n'est pas cochée, on réglera ça le moment venu. Est-ce que vous avez un exemple récent d'illustrer, peut-être pas sans dévoiler le nom de votre client, mais un type de levée de fonds, qui était compliqué, mais que vous avez su conduire à bien? Nous, on a eu un parcours assez sympa récemment avec un profil atypique, puisque c'était une start-up qui était vraiment porté par un porteur de projet qui n'était pas forcément issu du sérail scientifique, mais qui a su créer une relation excellente avec les chercheurs à l'origine du projet, qui a su mener le projet un peu tambour battant et qui a su lever en très peu de temps des dizaines de millions d'euros et derrière enchaîner avec une cession de la société très très vite. Et ça rejoint un peu ce que je pense, c'est-à-dire que ce qu'avait ce porteur de projet d'un peu atypique, c'est cette capacité à créer du lien et à additionner les plus-values de chacun pour faire avancer son projet encore plus vite. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a une autre valeur qui est assez importante, et on s'en rend compte de plus en plus, surtout depuis quelques années où la situation est un peu plus compliquée, c'est la résilience. On est dans un univers où il faut des gens qui sont capables de s'adapter aux changements d'économie, de contexte, en fait, tout ce qui change autour d'eux. On va conclure là-dessus. Merci François Pujol. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Fairlight. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.